Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, c'est ce que disait Charles de Gaulle, mort il y a 54 ans. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de La Vérité. Cela fait 2 ans, 9 mois et 4 jours que l'invasion russe en Ukraine a commencé. Cette opération spéciale, comme l'a nommé et commandité le président russe, Vladimir Poutine, a en réalité bien débuté plus tôt avec l'annexion de la Crimée en 2014. Cet événement signifie-t-il la fin de la mondialisation heureuse, si tant est qu'elle n'ait jamais existé? Comment interpréter le retour de la guerre en Europe? Dans quel contexte géopolitique évolue le conflit? Quelle position l'Europe doit-elle adopter après les élections américaines et alors que la Corée du Nord envoie des troupes en Russie? Quel regard Pékin porte-t-il sur la situation? Nous explorons ces questions avec nos invités et éditorialistes Roman Loest et Maddox Van Sunkist, respectivement étudiants en histoire et sciences politiques. Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau dans cette émission pour faire ensemble le point sur la situation actuelle. Ce mardi 26 novembre, un conseil des ambassadeurs s'est tenu à l'OTAN à la demande de Kiev suite à l'envoi d'un missile nucléaire sans charge sur le territoire ukrainien. Que signifie cet événement? Est-ce un message d'alerte du Kremlin ou une simple manœuvre destinée à masquer une situation compliquée pour la Russie? Je vous pose la question. Alors je pense qu'il faut commencer par une vision large et puis se poser la question de que représente cette attaque pour mieux comprendre la situation. Là, en fait, et ça se voit dans l'ensemble du conflit, c'est que la Russie, elle a besoin de faire des progrès avant l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. Et donc, elle fait elle avance déjà beaucoup sur le terrain. Et je vous en parlais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on voit plus de pertes que de recrutement dans l'armée russe pour l'instant. Mais c'est un effort qui va être fait jusqu'au 20 janvier avec l'intronisation de Trump en tant que président des États-Unis. Et ce missile nucléaire sans charge nucléaire, déjà c'est un missile intercontinental qui a été tiré sur moins de 500 km. C'est ça? Ouais. Et donc c'est un peu comme remplir un tout petit verre d'eau avec un gros pommeau de douche pour ceux qui auront la référence. Eh bien, c'est faire peur dans le but de retirer des avantages pour une prochaine négociation. Et le but aussi, des Russes, c'est avant cette élection, cette intronisation de Donald Trump, c'est d'avoir le plus de leviers possible pour un traité de paix qui leur serait le plus favorable possible. Parce qu'on rappelle effectivement que ce qu'a dit Trump, c'est régler le conflit en 24 heures. Donc a priori, je vais vous donner, on va en reparler de ça plus tard, a priori, la cession au pouvoir de Trump, ça signifie la fin de la guerre en Ukraine parce que il coupe toute subvention, tout supply pour les approvisionnements militaires. Du coup, qu'est-ce que ça dit, par contre, tu m'as posé la question, tu m'en as parlé plutôt tout à l'heure, de la qualité et des quantités qui restent pour les Russes en termes de matériel, en termes de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont et dans quel état ils sont par rapport aux Ukrainiens, je veux dire. Je sais pas si c'est une question qui... peut-être que tu veux rebondir par rapport à ce qu'a dit Roman juste avant. Déjà par rapport à ce que tu disais, Roman, moi je trouve ça très juste parce que déjà il y a le fait que les Ukrainiens ont dans la balance des négociations la région de Koursk, ce qui fait que sur un possible traité de paix qui pourrait approcher avec l'entrée au pouvoir de Trump, il faut que les Russes aient de quoi rééquilibrer la balance parce que est-ce que les Ukrainiens céderont le Donbass les Ukrainiens ne céderont probablement pas le Donbass et garderont Koursk. Les négociations peuvent être équilibrées et je pense que ces menaces entre guillemets nucléaires ou en tout cas de missiles intercontinentaux, ça permet aux Russes, comme tu l'as bien dit, de mettre la pression sur l'administration états-unienne et de dire voilà, nous on est en capacité d'aller plus loin, c'est dans votre intérêt d'arrêter maintenant et qu'on... Donc c'est pas une fuite en avant en fait. Je pense pas que ce soit une fuite en avant. Après, je pense que dans l'état des choses, la Russie est plus capable à une fuite en avant que l'Ukraine. Parce que l'Ukraine elle toute seule est mise à mal, que ce soit dans sa capacité de conscription, hein. Ils viennent d'abaisser l'âge de la conscription encore. L'Occident a enfin accepté le fait qu'il y avait de la conscription forcée du côté des Ukrainiens.
Donc déjà là c'est problématique. Et puis au niveau du matériel, ça fait au moins un an qu'ils ont épuisé leur matériel propre, qu'ils sont obligés d'emprunter massivement aux forces de l'OTAN. Industriellement, l'Europe a du mal à suivre. Pour les États-Unis, c'est un petit peu différent, mais sur certains secteurs, ils sont à perte sur l'armement léger. Donc l'administration Trump va de toute manière être un pivot et je pense que soit la guerre va s'intensifier en Ukraine et on va y mettre les moyens, soit on va trouver un accord de paix. Mais je pense que l'accord de paix est largement préférable et surtout qu'il y a déjà des pistes qui ont été explorées, que ce soit en 2014 pendant l'annexion du Donbass ou à Minsk et à Istanbul, il y a déjà des premiers traités qui ont été discutés et il y avait des accords des prolégomènes d'accords qui ont déjà été trouvés et qui ne se sont jamais appliqués pour diverses raisons, mais il y a des pistes et on peut continuer de les explorer. Tu veux m'en dire, Roman, peut-être? Oui, juste sur un petit point. C'est que tu as dit tout à l'heure que l'accession de Trump au pouvoir, ça voulait très probablement dire la fin de la guerre en Ukraine. Je pense qu'il faut un peu nuancer ça quand même parce que c'est une promesse électorale de Trump, mais ça ne veut pas forcément dire la fin de la guerre parce que est-ce que les Russes ont intérêt à arrêter la guerre avec une Ukraine qui est dans une situation de plus en plus précaire? Je pense que les Russes, en tout cas les autorités russes, sont prêtes à faire le sacrifice de quelques dizaines de milliers de soldats supplémentaires si les Ukrainiens sont prêts à craquer dans 2 mois. Donc je pense que les Russes n'accepteront pas forcément un cessez-le-feu s'ils n'ont pas des conditions qui leur sont fort favorables. Donc en fait, ils installent le terrain pour la paix, presque, sans vouloir... C'est la guerre pour la paix, quoi. Le terrain pour une paix qui leur serait victorieuse, qui leur permettrait de paraître victorieux aux yeux de la communauté internationale et de leur peuple. D'accord. Est-ce qu'on peut peut-être faire ensemble, parce qu'on a fait un léger point sur l'actualité, revenir au fondement de cette guerre et se poser la question ensemble, pourquoi, quelles étaient les situations, le contexte géopolitique et les intentions de Vladimir Poutine. Et puis après, peut-être pour revenir en sachant un peu plus sur ce qui se passe maintenant et vers où est-ce qu'on va dans cette guerre. Donc voilà, je vous pose la question ensemble. Selon vous, qu'est-ce qui a provoqué cette guerre et c'est quoi le contexte géopolitique qui est autour de l'Ukraine aujourd'hui, enfin, il y a 2 ans? Récemment, j'ai dû beaucoup travailler sur la question pour un travail à l'université et j'ai la sensation, moi, que ça commence avec l'indépendance du Kosovo. Parce que il y a la chute de l'Union soviétique, pour revenir encore en arrière. Il y a une première volonté de Helsinki d'intégrer le grand jeu occidental et voilà, cette volonté de toucher de l'argent du FMI, de vouloir intégrer l'OTAN, l'Union européenne. Et puis il y a cette guerre du Kosovo. Il y a l'OTAN qui décide de passer outre la souveraineté nationale de la Serbie et de l'autorisation de la guerre de l'ONU et qui rend indépendante de facto le Kosovo et qui passe par-delà beaucoup de règles internationales, de la norme avant les faits ou en tout cas de la norme en même temps que les faits, et là c'était plutôt les faits avant la norme, quoi. Donc moi j'ai perçu ça dans mon travail comme la Russie qui ressent qu'elle n'a pas sa pleine souveraineté par l'ordre international et que la Serbie étant son allié, ce genre de mouvement sécessionniste pourrait arriver sur son territoire et en fait cette crise du Kosovo elle arrive plus ou moins en même temps que l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Et donc moi j'ai perçu ça vraiment comme un revirement de la politique internationale russe et à partir de ce moment-là, elle décide de créer son propre ordre international, qu'elle décide de faire sécession de ses organes occidentaux, soit, et qu'elle décide de créer son propre espace pour s'assurer sa souveraineté. Bon, sa souveraineté étendue aussi sur les autres pays. On parle de souveraineté, enfin, parce qu'on a beaucoup dit que
Vladimir Poutine voulait une Russie impériale et une Russie puissante, j'imagine aussi. Est-ce que, à part durant l'Union soviétique, la Russie a jamais été cette espèce de leader mondial? Alors oui, elle a sans doute occupé une place très importante sur l'échiquier international, mais c'est peut-être une question de propagande, hein, mais elle n'a en tout cas jamais dans ma tête représenté un espèce d'empire qui avait la main mise sur plus gros qu'elle, je veux dire. Enfin, moi dans ma tête, elle a plus de mal à garder le contrôle même sur sa propre population et son propre terrain que pour pouvoir aller coloniser et s'occuper des affaires dans d'autres pays, quoi. Même si effectivement elle est active en Afrique et tout. Enfin, je sais pas quel est votre avis là-dessus. Là, ça touche un petit peu plus du côté historique de la Russie. Faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle, la Russie est toujours dans un système féodal qu'on pourrait qualifier de entre guillemets moyenâgeux pour caricaturer la situation. Et donc déjà elle n'a pas eu l'occasion comme les autres pays occidentaux de participer aux entreprises colonialistes, quels que soient les débats qu'il peut y avoir là-dessus, d'un côté. Et ce qui note en fait l'arrivée aussi importante de la Russie dans le jeu international mondial au XXe siècle, c'est la chute de l'Union soviétique. C'est la chute de la Russie tsariste, l'avènement de l'Union soviétique. Ah oui, soviétique. avant, pardon, au XXe j'ai confondu. Mais du coup, si on veut discuter de la situation de la Russie avant, on peut voir qu'il y a deux zones d'influence russe. Une zone en Europe et dans la mer Noire, avec des guerres contre l'Empire ottoman et des guerres contre les puissances européennes. On peut parler des guerres napoléoniennes, mais aussi des guerres, la guerre de Crimée pour la mer Noire. Comment est-ce qu'on l'appelle cette Russie? Parce que j'allais dire Russie occidentale, Russie orientale, mais la Russie, il y a rien d'occidental et d'oriental finalement. Enfin, elle fait bon à part, quoi. C'est un peu son caractère. Ouais, et donc là, c'était la première zone d'influence, mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a la deuxième zone d'influence qui est l'Asie. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a quand même, encore maintenant, il y a ces deux zones d'influence, avec d'un côté le jeu géopolitique avec l'Ukraine et tout ça en Europe, et de l'autre côté le jeu politique en Asie, le rapprochement de la Chine, les soldats nord-coréens qui viennent se battre en Ukraine, ce n'est pas pour rien. Mais on peut dire qu'avant le XXe siècle, la Russie n'a pas autant d'influence, en tout cas à mon sens, sur la politique mondiale, en tout cas que n'ont les autres pays occidentaux. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter encore? Oui, tout à fait. Moi, ça va de pair avec la révolution la révolution industrielle, pardon. C'est Staline qui remplace les bœufs par l'atome, quoi. Mmh. C'est un peu grossier de dire ça, mais c'est un peu le cas. À marche forcée, avec des crimes contre l'humanité, c'est le cas, mais c'est lui qui rend moderne la Russie. Et justement, moi j'ai l'impression que dans le cas russe contemporain, Vladimir Poutine, il dit, je cite de tête, il faut pas avoir de cœur pour ne pas regretter l'Union soviétique. Pour lui, l'âge glorieux de la Russie, c'est l'URSS. Il n'empêche que celui qui est encore communiste n'a pas de cerveau. Donc on ne peut pas revenir à ce temps-là, c'est impossible. Mais je pense que les aspirations impériales de la Russie viennent de l'URSS et de leur domination sur l'Europe orientale, sur le Caucase et sur l'Asie centrale, parce que quand même il y a beaucoup de républiques que l'URSS possédait, que la Russie ne possède plus. L'Ukraine, le Bélarus, la Pologne. Et donc ils ont vraiment ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, ou alors c'est... Il y a un sentiment ultra-nationaliste de perte. Après, j'avoue que je suis pas dans la tête des Russes. Est-ce que le citoyen lambda a l'impression qu'on lui a volé une partie de son pays, comme ont pu l'avoir les Allemands après la Première Guerre mondiale? Voilà, le coup de poignard dans le dos, où on nous prend des parties de territoire. En plus de ça, la guerre n'est pas vraiment perdue. Je sais pas s'il y a cette sensation-là dans la majorité de la population. C'est très difficile à savoir, parce qu'en plus,
avec le début de la guerre, une grande majorité de nos collaborations avec les universités russes sont coupées. C'est très difficile de mener des recherches sociologiques, de sciences politiques là-bas. Donc je crois que ça va être très difficile sur les prochaines années d'avoir ce genre de réponse très précise sur le micro russe, quoi. Sur la partie micro de la Russie. Moi j'ai une petite réflexion aussi là-dessus. C'est que quand on pense à la population russe, donc la question c'était est-ce que les Russes ont le sentiment d'avoir perdu quelque chose? Oui. Là, en fait, on peut faire un parallèle avec le parcours de la vie de Poutine, parce que Poutine, il a été au KGB, Poutine, il a fait partie de l'Union soviétique, de l'organisme de contrôle de l'Union soviétique, et je pense que ça transparaît un peu dans sa politique, cette nostalgie de la Russie forte et tout ça. Mais paradoxalement, je pense que si on veut avoir un aperçu du peuple russe, on peut dire en fait que pendant l'Union soviétique, le peuple russe a été rendu apolitique, et ça se voit aussi beaucoup aujourd'hui. Enfin, rendu apolitique. Il y avait quand même le parti communiste, le parti bolchevique et tout ça. Mais le peuple russe n'avait pas son mot à dire, et qu'il se passe A ou B ou C dans les organes décisionnels de la Russie, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui en Russie, c'est que les Russes, ils n'ont pas forcément ça ne les influence pas tellement ce qui se décide dans leur pays. Maintenant que qu'il y a le recrutement qu'il y a le recrutement et la guerre, maintenant ils se sentent plus concernés. D'ailleurs, on a vu au tout début de la guerre plusieurs j'ai plus les chiffres exacts, mais des vagues de jeunes Russes ou de familles russes qui quittaient le pays, qui essayaient de quitter le pays, pour éviter des conscriptions. Mais on va dire que, pour répondre à la question est-ce que le peuple, enfin, est-ce que les Russes sont j'ai plus les mots que tu as utilisés, mais Ils sont peinés d'avoir perdu quelque chose. Oui, est-ce qu'ils sont persuadés d'avoir perdu quelque chose? Je pense que peut-être plus émotionnellement sur ils peuvent ressentir une nostalgie de l'Union soviétique, mais qu'ils n'ont pas perdu de territoire. Je pense que ça ne les touche pas autant que ça aurait touché l'Allemagne, qui avait aussi une tradition plus occidentale et une unité aussi ethnique. Ouais. D'accord. Voilà. Pour revenir alors un peu plus sur le thème du contexte, parce qu'on a beaucoup parlé des répercussions sur le pouvoir d'achat, même si ça semble un petit peu européano-centré comme vérité, et je pense que c'est ça aussi qui a conduit la victoire de Trump. Il y a beaucoup de gens qui avaient en tête l'inflation, c'est comme ça, même si c'est parfois des erreurs dans la compréhension de l'économie. Mais est-ce que cette guerre, c'est aussi une guerre de ressources, ou alors c'est une guerre d'influence, c'est une guerre de positionnement pour comment on se positionne géopolitiquement. Mais est-ce qu'il y a une vision quand même qui est autour des ressources, en tout cas est-ce que ça occupe une place un petit peu centrale quand même? Pour moi, c'est évident, l'objectif, c'est le littoral ukrainien. C'est la mer Noire, la mer d'Azov, la connexion avec Istanbul, la Méditerranée. Parce que la Russie est bloquée dans ces mers arctiques. Pour le commerce extérieur, c'est très compliqué. Et moi, j'ai le sentiment que la ressource principale, c'est la mer, en fait. Et le petit bout de Russie, ça se convient pas en mer du Nord. Enfin, en mer du Nord, au-dessus de l'Allemagne, là. On peut rien faire avec ça, c'est décidé. Oui, et puis c'est hyper enclavé, il y a pas de route, et puis surtout que là, en fait, je sais pas du tout comment vit cette enclave de population. Mais c'est complètement étonnant, enfin, on l'oublie même toujours. Hein. Ouais, je sais pas du tout comment ils tiennent. En gros, c'est une énorme base militaire, quoi, avec plein de militaires et quelques civils. Ok. Mais je pense que ça, c'est l'objectif, et
Et en fait, dans mon travail, je mobilise beaucoup le concept d'Eurasie. Tu parlais tout à l'heure de la Russie, c'est ni l'Asie, ni l'Europe. C'est ni l'Orient, ni l'Occident. Et eux-mêmes se considèrent aujourd'hui, dans leur doctrine les plus radicales, comme des Eurasiatiques. Ils pensent avoir cette spécificité civilisationnelle qui leur autorise une suprématie impériale sur les pays d'Asie centrale, du Caucase et de l'Europe orientale. Justement, pour eux, tout ça, ça forme qu'un seul bloc civilisationnel eurasiatique, qui est ni l'Asie, Chine, Asie du Sud-Est, ni C'était l'Europe pas à occidentale. confondre avec capitaliste. l'espèce d'idée d'ethnie soviétique, enfin à l'époque de l'Union soviétique où tous les peuples vivent ensemble malgré leurs différences salariales. Mais juste, il y a ce point commun avec la pensée soviétique qui est que c'est pas du tout une pensée ethnique et suprémaciste ethnique comme pourrait l'avoir l'Allemagne nazie, qui est impérialiste et qui est très ethnocentrée. Pour les eurasistes, la spécificité, c'est justement de pas être ethnocentré et pour eux, l'empire, la forme empire, permet la libre expression des ethnies, justement, et des communautés au sein d'un espace impérial, comme sous l'Empire romain, il y avait différents groupes. Mais ça veut pas dire qu'ils sont woke, quoi. Enfin, ils sont pas pour autant pas racistes. Ah non, non, justement, pas du tout, ça permet ça n'a rien à voir. Mais justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le même. Là où avant il y avait peut-être une espèce de gros mix et on efface carrément les ethnies, c'est plutôt de dire ça ne représente plus rien, mais par contre on travaille le particularisme de chacun, effectivement. Mais surtout, en fait, cette unité civilisationnelle, elle est basée sur la tradition. Elle est basée sur la religion, sur le temps long, sur cette notion d'espace continental qui a toujours été connecté par des grands empires, l'empire mongol, l'empire tsariste, l'empire soviétique. Et pour eux, c'est très important cette notion d'espace. Et la question c'était, rappelle-moi, parce que je voulais en venir. Sur les questions des énergies et oui, voilà. Et qu'en fait, lié à cette question d'Eurasie, il y a la question de Earthland et de Dreamland. Je sais plus qui a théorisé ça, mais c'était dans les années 40, je sais pas si t'as... J'ai aussi un vague souvenir de cours de sciences politiques. Mais en fait, il y a des politologues qui ont théorisé l'idée de Earthland. C'est en gros le territoire russe, pour faire très simple. Le Earthland, selon ces théories-là, possède beaucoup de ressources, et qui contrôle le Earthland, en gros, contrôle le monde. Il s'avère que la Russie est pas si riche en ressources que ça, où il y a beaucoup de gaz, etc., mais c'est pas si central. Donc sont venus après ce penseur-là d'autres penseurs qui pensaient le Rimland, qui en fait, comprenons l'Eurasie, donc le continent européen et asiatique. Si le Earthland c'est le centre de ce territoire, le Rimland c'est toute la bordure qui touche le littoral. Et ces auteurs-là pensent que ce qui est très important, en fait, c'est le Rimland, parce que qui contrôle le Rimland, c'est étouffer le Earthland, parce qu'il n'a pas d'accès à la mer et contrôle de ce fait le Earthland. Par l'Antarctique. Oui. Ou l'Arctique. Je voulais l'Arctique, je pense. Mais du coup, je pense que c'est assez pertinent de mobiliser cette notion-là, parce que en fait, quand on regarde aujourd'hui, si on essaie d'analyser la situation contemporaine avec cette grille Earthland-Rimland, la Russie c'est le Earthland, et elle veut sortir de ce côté très terrestre, ancré continentalement parlant. Elle veut s'échapper par la Chine. Elle entretient des liens qui sont de plus en plus bons avec cette nation-là, qui lui permet d'avoir des connexions et de sortir par l'Ukraine, par la mer Noire, par la Méditerranée, pour essayer d'avoir des endroits où elle peut respirer. Justement, Pékin, comment se positionne la Chine par rapport à cette guerre, quand il y a l'espèce de le con de la famille là, avec la Corée du Nord qui envoie des troupes, mais en même temps des volontés de pas non plus trop enflammer le monde. Je sais pas comment. Maintenant, j'ai aucune idée de la vision qu'a la Chine aujourd'hui. Juste pour rebondir un peu sur ce que on disait avant, clairement le contrôle du littoral ukrainien, c'est l'objectif russe. En plus, avec la mainmise sur le blé ukrainien, qui est une ressource très importante. Et ça joue aussi sur l'influence russe en Afrique, le contrôle du blé ukrainien qui permet à beaucoup de pays africains de subsister. Et donc qui donne et qui permet beaucoup aussi malheureusement à la Russie. La spéculation pour les famines, malheureusement. Oui, malheureusement. Mais
plus de ça, il y a aussi le dégel du nord qui permettra aux Russes d'emprunter des voies navigables au nord, qui est aussi très important. Maintenant, pour la question de la Chine, je pense que la Chine, elle a beaucoup plus une vision pacifico-centrée. Et elle, son objectif, c'est de s'offrir, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les Américains ont beaucoup d'influence en mer de Chine et sont très proches de leur littoral. Et les Chinois ont ce besoin dans leur doctrine d'avoir un espace vital, une mer qui leur est propre. Et c'est pour ça que Taïwan est une si grande menace pour eux, parce que c'est un avant-poste occidental. Et que ils mènent une politique très agressive marine dans la mer de Chine, j'ai plus les noms exacts, entre la Corée et la Chine, et aussi entre les Philippines, le Vietnam et la Chine. Mais ça fait lien alors avec une autre question, juste moi pour rebondir sur cette notion de Chine qui a pas ses ambitions militaires, qui est plus dans une logique de défense. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça que vous voulez dire. Je pense que, enfin, en tout cas, il y a moins ce côté conquérant, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à la vision chinoise de la géopolitique, parce que jamais en fait elle a vraiment dépassé ses frontières, alors qu'elle aurait pu. Quand je dis ça, je veux dire parce que évidemment on peut penser au Tibet, on peut penser ou aussi au massacre des peuples ouïghours, même si c'est moins une question de géographie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de volonté colonisatrice, parce que eux-mêmes se considèrent comme un peuple qui est élu, et donc ils sont avec leurs affaires, quoi. Et puis aussi ça va avec le développement du marché intérieur de la Chine, qui cherche peut-être un peu plus d'indépendance. Mais du coup, je dis, ça va avec la question sur les États-Unis, puisque effectivement il y a eu la victoire de Trump, qui a peut-être été trop attendue, pas assez attendue. C'est une question, je pense, de perspective. Mais cet État thalassocratique, comme on le dit, comme on le dit simplement. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les considérer comme des alliés, alors qu'il y a clairement une démarcation qui est en train d'être faite entre le bloc américain, en tout cas les intérêts américains, et ceux de l'Europe? Après, je laisserai le micro à Maddox, parce que je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à dire et qu'il est plus compétent que moi là-dessus. Mais mais je pense que le focus international se déplace vers le Pacifique. On a vu la trahison des Américains envers les Français, enfin des Australiens envers les Français, avec la vente des l'Atlantique, c'est pour le Vendée Globe ou quoi? Mais du coup, on voit ce focus qui se déplace avec et en fait, je pense que du coup le front ukrainien devient une zone de second plan par rapport au jeu international général. Et donc, ça veut dire que les Chinois et les Américains vont pouvoir se servir du conflit en Ukraine comme un point de levier pour leur propre conflit. Bah ouais, tout à fait. En fait, je disais tout à l'heure que les Russes et les Chinois étaient des amis et que ça se développait, c'est le cas, mais en même temps, il y a des ambitions qui sont très diverses. Si on prend l'analogie, la Russie, c'est un empire continental. Ils veulent la domination de leur continent. Oui, il y a l'instauration des BRICS, cette part internationale, mais j'ai l'impression que leur politique, elle est continentale. C'est de la domination de leur espace proche, de leur Lebensraum. C'est pas du tout comparable, je dis ça pour la blague, mais de leur espace, de leurs voisins. Parce que unité civilisationnelle, doctrine traditionnaliste qui rapproche l'extrême droite. Oui, mine de rien, en fait, les pays yougoslaves et les Balkans et tout étaient devenus une sorte d'avant-poste aussi, alors que c'est ce que tu disais par rapport tout à l'heure avant qu'on commence sur l'OTAN, et donc du coup est peut-être vu comme des ennemis. Après, Tito avait pas des bonnes relations avec non, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec l'avènement de l'Union européenne, c'était devenu
un problème aux yeux des Russes, quoi. C'est ça que je veux dire, mais Ouais. pour moi même leurs ambitions, elles vont pas jusqu'aux pays jeunes slaves. Elles sont finlandaises, biélorusses, Mhm. ukrainiennes, polonaises, le Caucase, balte, dans le Caucase, l'assujettissement des républiques séparatistes en Géorgie, la volonté de mettre la Géorgie dans sa poche, Azerbaïdjan, Arménie, le côté très ambivalent de la politique russe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, parce qu'ils se rapprochent des deux. Mais je suis pas suffisamment expert sur la question, mais je sais qu'ils ont essayé de jouer sur les deux tableaux. Là, je crois qu'ils sont tranchés, mais je ne saurais pas dire pour quel pays. Et puis en Asie centrale, tous les pays en ce temps, Kirghiz, Kazakh, Turkmène, ils veulent tous jouer avec eux pour justement empêcher tous ces pays d'Asie centrale de tomber sous l'hégémonie chinoise. Parce que j'ai la sensation que bien que les Chinois et les Russes collaborent, ils ont quand même envie que les pays qui leur sont limitrophes rentrent dans leurs espaces commerciaux et pas dans celui des autres. Et si l'empire russe est un empire continental, je pense que l'empire chinois est un empire maritime, à l'instar des États-Unis. Et il y a beaucoup de penseurs qui ont théorisé l'idée qu'il ne peut y avoir qu'un empire maritime et qu'un empire continental. Est-ce que c'est l'avènement de la chute des États-Unis ? Enfin, est-ce que si on pense la chute de l'empire états-unien, il y aurait une opposition entre la Chine et la Russie ? C'est probable. Je suis assez critique là-dessus. Moi, j'ai plus un regard qui est économique et financier sur la situation aux États-Unis. On a beaucoup dit et on a beaucoup presque attendu une forme de chute, en tout cas un basculement vers pas une économie de guerre, mais une économie encore plus précarisée aux États-Unis. Et il s'avère qu'en fait, on est vraiment loin du compte. Et on est encore plus sur le compte quand il y a Trump qui arrive et qui dit on va réouvrir les vannes du pétrole et on va refaire. Tout à fait, mais Et donc du coup, mais c'est la question et j'ai pas la réponse à ce truc-là et je pense qu'il faudrait plus d'études, plus de trucs pour pouvoir répondre à cette question-là. Est-ce que les États-Unis sont en fait en train de brûler les 3 fagots de bois qui leur restent dans le fond du garage? Ou est-ce qu'ils sont en fait vraiment capables de consommer et produire pendant quelques années? Je sais pas, mais plus que l'Europe. Plus que l'Europe, ça c'est absolument certain. L'Europe, et ça fait le lien avec nos interrogations sur l'Europe. L'Europe, elle a pas ces ressources-là. Elle a un petit peu nucléaire, un petit peu de renouvelable, un peu de machin, mais ça c'est en termes d'électricité. Mais elle produit plus de pétrole. Et elle est dépendante des États-Unis, de la Russie et des pays mais c'est arabes. certain que s'il y a une perte d'hégémonie de la thalassocratie états-unienne, elle passe par la dislocation de l'Union européenne et de l'OTAN. Je pense que c'est ça la faille. C'est la montée des revendications populaires. Mais là, je parle même pas des populismes d'extrême droite et tout ça, parce que pour moi, ça, c'est même pas déjà cri, quoi. Les leaders d'extrême droite européens sont tout à fait pour l'Union européenne. Ils ont beau nous jouer du pipeau, on comprend que c'est tout à fait dans l'intérêt de leur nation de rester dans l'Union européenne. Il n'empêche qu'il y a des failles, et je pense que si les États-Unis perdent de leur hégémonie, ce sera en Europe, que l'Europe peut rentrer sous le giron russe, et que à ce moment-là, les Chinois auront une porte ouverte à instaurer leur hégémonie dans le Pacifique, comme tu disais tout à l'heure, et à rentrer directement en compétition avec les États-Unis. Et je pense que ça se jouera plus là. C'est vrai que c'est impossible d'appeler à la chute d'un empire, on n'en sait rien. C'est comme tu dis, ça fait des années, toutes les économies sur le monde sont, je suis pas expert, mais sont stables, ou en tout cas arrivent à se porter, ont des failles, ont des forces, mais pour le moment tout arrive à tenir un équilibre. Donc c'est difficile de prévoir la chute, mais s'il y a chute, je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre dans quelle direction ça pourrait aller. En tout cas, je pense qu'une chose qui est certaine, très rapidement, c'est que les États-Unis, si ils ont des problèmes d'approvisionnement et un problème structurel à leur économie, ils vont pas aller taper dans leur propre truc. Ce qu'ils vont faire, c'est couper les vannes du reste du monde, quoi. Comme ils ont très bien su le faire avant le protectionnisme américain. C'est quelque chose qui est avec lequel ils sont très sensibles et avec lequel Trump est reparti. Et je pense qu'il est aussi reparti dans cette idée d'empire thalassocratique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Est-ce que
Médoc a dit. Mais on vient de questionner la chute de l'empire thalassocratique américain. J'aimerais aussi questionner la longévité de l'empire russe. Ah, pardon. Enfin, de l'empire russe et de l'empire chinois. Oui, c'est vrai parce qu'on on n'arrêtait pas de dire au début de la guerre, ils ont rien, c'est économiquement c'est l'Espagne, ils vont pas tenir une semaine alors que, voilà, ils ont juste du nucléaire. Alors, je pense que Et ça fait vraiment complètement lien. Je voulais passer par là auparavant, mais c'est très bien. Mhm. Qu'est-ce que les Russes ont? C'est comme toi, t'es quand même un peu spécialiste aussi là-dessus. C'est quoi ces pertes matérielles et qu'est-ce qui se passe maintenant et dans quelles conditions ils sont? C'est très intéressant de se poser la question. les Russes, j'ai l'impression qu'ils peuvent faire beaucoup avec peu, tant qu'ils ont la masse. On en parlait tout à l'heure. Ils ont Less is more. ils ont une faculté à ils ont une faculté à envoyer beaucoup de gens La chair à canon. se faire tuer Parce en qu'ils en ont rien à canon, foutre. tout ça, sans exagérer le modèle, parce qu'on voit bien tous les médias qui caricaturent le phénomène, mais il faut avouer que ça marche, et que étonnamment les militaires russes acceptent ça. C'est aussi ça s'explique aussi par la conscription massive des minorités ethniques en Russie plutôt que du peuple considéré comme réellement russe. Mais je voulais aussi parler de la pérennité politique d'un régime comme ça, parce que Poutine commence à se faire relativement âgé. Il n'est pas à l'article de la mort, mais s'il vient à mourir, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des questions au début de la guerre en Est-ce Ukraine. que les Russes sur sa sont santé. vraiment capables à ce moment-là, quand il y a leur leader qui meurt, d'aller remettre un petit peu d'ordre, un petit peu de démocratie dans leur système? Mais Ou est-ce qu'ils ont besoin? Je pense pas que ça, je pense pas que ce soit une question de démocratie. Je pense plutôt que ce soit une question de déstabilisation de la Russie et de peut-être lutte interne. On a très bien vu avec des hommes influents comme Prigojine, à la mort de Poutine, qui est-ce qui reste comme homme influent, sachant qu'il n'y a pas un oligarque. En termes de démocratie, des élections justes et équitables, ça risque de ne pas bien se passer. On risque de voir des luttes internes, éviction d'hommes politiques et tout ça. C'est donc, je pense, le plus gros risque pour un projet russe de Vladimir Poutine, c'est sa mort lui-même. Et c'est peut-être aussi pour ça que parce que ça fait combien de temps maintenant qu'il est au pouvoir? Ça fait plus de 20 ans. En mettant le petit break Oui, officiel. en mettant le petit break officiel. Officieusement, on sait bien qu'il Depuis est 2000. toujours pas loin du... Depuis ouais, 2000. depuis C'est 2000. facile de Mais donc, premier après jour de l'an. plus de 20 ans au pouvoir, il se rend peut-être compte qu'il n'est pas éternel et qu'il faudrait qu'il mène son projet à bien, et que si on regarde sur le long terme, peut-être que ça veut dire quelque chose. Je m'avance pas là-dessus. Mais maintenant, si on veut aussi questionner, je pense que les Chinois sont beaucoup plus solides là-dessus, parce que eux, on a déjà vu plusieurs transitions stables de leur régime. Ils ont des bases assez solides. Maintenant, il y a toujours cette question d'approvisionnement. D'approvisionnement en nourriture pour leur population, tout ça, il y avait eu des débats là-dessus. Mais donc c'est un questionnement que je voulais lancer ici. Mais du coup, est-ce que les Chinois, par exemple, dans une logique de préserver, pour préserver l'équilibre économique et géopolitique, ne provisionneraient pas la Russie, ou est-ce qu'ils le feraient? Est-ce qu'ils le font déjà, premièrement? Et je te repose la question du coup de l'État. De l'infanterie russe, qu'est-ce qui se passe militairement pour l'instant au front, quoi? Au front, l'infanterie militaire russe, elle change pas beaucoup. C'est des vagues successives de 100-200 hommes. Il y en a 10 qui s'en sortent après quelques vagues, et ils sont 50 à être prêts à donner l'assaut final, et les Ukrainiens n'ont plus de cartouches, et c'est comme ça qu'ils arrivent à grignoter du terrain. Et
Et du coup, on a vu sur le dernier rapport de l'Institute for the Study of War, donc l'ISW, source très intéressante si vous voulez vous informer vous-même. Les Russes grignoteraient à peu près 200 km² de terrain par jour, ce qui, ça représente en fait un gros carré autour de Bruxelles en termes de superficie. Et ça voudrait dire que pour conquérir un territoire comme la Belgique, il leur faudrait 153 jours. Donc pour avancer à un terme, et sachant que ça c'est avec le rythme, comme je le disais tout à l'heure, où ils perdent plus d'hommes qu'ils n'en recrutent. Et je pense que c'est pas une situation viable pour les Russes sur le long terme. Mais et là on revient sur le débat du traité de paix prochain et de peut-être une fin de guerre qui apparaît à l'horizon. Oui, ils en ont rien à foutre de leurs hommes, ça clairement. Non mais je veux dire, ils en ont, enfin, même s'ils n'en avaient plus, a priori ça s'arrêterait en février. C'est ça finalement. Janvier. Ça s'arrêterait pas. Ça s'arrêterait à mon avis quand les Russes seront satisfaits de l'état final. C'est pour ça que nous on se doit aussi de soutenir un maximum l'Ukraine pour ne pas que les Russes prennent une position trop dominante. Maintenant je pense que tu avais aussi Maddox des trucs à dire sur ce que j'ai dit avant, donc je vais te donner le micro. Ouais, moi je vais revenir sur la transmission de pouvoir de Poutine. Je reviens un peu à bourre, je suis désolé. Mais j'ai l'impression que en Russie, la transition des hommes politiques a souvent beaucoup affecté les doctrines d'État. Il y a l'exemple soviétique, Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev. C'est à chaque fois des doctrines qui changent beaucoup, qui changent la nature, qui changent tout à fait la nature de l'État en fait. Et je pense que c'est tout à fait possible. Faut voir ici la carte pour. Excuse-moi. Hein. Donc en gros, ils ont pris la Crimée, bien. Ah oui, mais ça c'est depuis longtemps, et un périmètre peut-être de 300 km à partir de la Crimée, je veux dire jusque en haut de la frontière, quoi. Comment il s'appelle ce gros fleuve là ? Le Dniepr. Le Dniepr, voilà. Ils longent le Dniepr et puis ils vont faire tout le Donbass, quoi, en gros. Mais ouais, pour en revenir à Poutine, je pense que la transition de pouvoir, soit elle est passée à un occidentaliste, ce qui est possible. On connaît, comme tu l'as dit, enfin, je crois que les hommes politiques qui sont en capacité de venir à la tête de l'État, on les connaît pas. Oui, des chercheurs en sciences politiques, spécialistes russes connaissent ces mecs, mais pour nous, c'est des obscurs russes avec des patronymes qui se ressemblent tous, quoi. Mais ils existent, ils sont là. Le siège va pas être vide quand Poutine va mourir, ça. Il faut... ouais. L'alcoolique. Ça, il faut pas être inquiet. L'alcoolique. C'est celui qui a remplacé Poutine pendant. Non, c'est un joueur de tennis. Ah ok. Comment il s'appelle celui qui a remplacé Poutine? C'est aussi en Eve, un truc comme ça. Sans doute. Celui qui a remplacé Poutine. Enfin, 6 mois. Dans ma tête, il s'appelle Thomas, mais je sais pas pourquoi. Mais il s'appelle sans doute pas comme ça. Je sais plus. Bon, soit. Et soit c'est un occidentaliste, soit c'est un traditionnaliste encore plus dur. Moi, je pense ça va se radicaliser dans un sens ou dans l'autre. Parce que, enfin, je sais pas, je vois mal un homme politique aller dans le continuum de la politique en place depuis 20 ans. Il s'appelle Medvedev. Dimitri Medvedev aussi. Je suis pas fou. Je suis pas fou. Et je vois mal un homme politique aller dans le continuum d'une politique qui est là depuis 20 ans. Ou alors Poutine arrive à assurer sa succession par des jeux politiques qu'on ne connaît pas, et qu'on ne connaîtra pas avant la chute de la Fédération de Russie parce que ce sera classé secret. Qu'est-ce qui maintient Poutine dans sa place, dans sa position, ou le fait qu'il soit président? Mais c'est pas, je pense qu'il a réussi à construire un socle idéologique suffisamment fort pour garantir le soutien de la population, mais suffisamment faible pour pas rentrer dans un monolithisme stalinien qui l'obligerait à envoyer le FSB dans les maisons des gens s'ils font des posts un peu bizarres sur Facebook. Parce qu'on connaît il y a des oppositions en Russie qui existent. Il suffit de parler à des Russes sur Internet pour se rendre compte qu'il y a des mecs qui sont pas d'accord avec Poutine sur le territoire. Il n'empêche qu'ils sont pas traqués, qu'ils existent, que je pense que tout le monde est au courant, mais que la masse populaire est en accord avec l'administration moscovite, et donc que ça crée la suffisance de soutien populaire pour qu'il n'y ait pas de...
Et surtout que quand il y a des grosses manifestations, moi je pense surtout à l'enterrement de, comment il s'appelle, ce pro-occidental qui est mort, Navalny. Moi je pense beaucoup à l'enterrement de Alexei Navalny. Navalny, oui, Ouais, pardon. il y a eu beaucoup de mobilisation et ça a Autour été de Navalny. réprimé. Ouais, ils ont envoyé les CRS et allez, tout le monde rentre à la maison. Et je pense que ce genre de mécanisme violent au sens physique, pas au sens idéologique, est plus efficace que la domination idéologique des masses et tu as tweeté, on va venir chez toi pour t'emprisonner. Nicolas Sarkozy déclarait qu'il fallait absolument arrêter cette guerre il y a 1 an parce que c'était un scandale humain. Il faut absolument arrêter cette guerre. Comme ça, il disait ça. Est-ce que l'Europe doit soutenir l'Ukraine corps et âme? Je pense qu'on en a, en fait, on l'a un petit peu déjà dit, mais en gros, sans l'appui sans l'appui américain et européen, il y a pas de guerre en Ukraine. C'est Ouais. ça. Faut savoir que là, je vais parler avec mon point de vue d'origine polonaise, donc assez anti-russe, et avec mes opinions. Mais moi, je pense que cette guerre en Ukraine, c'est une opportunité pour... bon, c'est triste de le dire comme ça, hein, mais c'est une occasion pour l'Union européenne de se mettre pour le dire vulgairement, un bon petit coup de pied au cul, et en plus renforcé par l'élection de Trump, pour enfin lancer des initiatives comme une armée européenne, pour solidariser tout ce bloc qui est qualifié par certains, et que je rejoins assez dans cette idée d'une coquille vide. Mais donc, premièrement, c'est quelque chose dont les Européens et dont l'Union européenne devraient essayer de tirer profit politiquement, je veux dire, pas économiquement. Même si malgré tout, et là on en arrive au deuxième point, au point du soutien économique, ça va profiter aux Européens et aux Américains toutes ces livraisons offertes aux Ukrainiens. Mais c'est quelque chose dont ils ont besoin, et on en a parlé avec ce traité de paix qui pourrait se profiler avec l'arrivée de Trump. Il faut impérativement que les Ukrainiens soient dans la meilleure situation possible pour protéger leurs intérêts, parce que les Russes ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas de traité de paix favorable, tant qu'ils n'auront pas leur objectif plus ou moins atteint, et qu'ils ne peuvent pas sortir la tête haute. Mais ça veut dire que pour nous, on perd un allié qui nous était précieux avec cette Ukraine qui s'occidentalisait, cette Ukraine qui avait des avantages, on l'avait dit, énormément de production de blé, ça pouvait être un partenaire très important pour l'Union européenne. On perd aussi un allié militaire très puissant, avec une Ukraine qui s'est militarisée très fort ces derniers temps. Et si elle perd ce traité de paix, à voir dans quelle proportion elle se fait amputer de son territoire et de son appareil économique. Déjà qu'elle est endettée pour plusieurs siècles après cette guerre, il va falloir voir un peu ce partenaire militaire qui pourrait nous apprendre beaucoup de choses sur la guerre conventionnelle moderne. Donc moi je suis 100% pour un soutien de l'Ukraine. Maintenant, évidemment, il faut pas négliger le fait que la population ukrainienne souffre énormément, et qu'il faut essayer de la préserver aussi. Est-ce que ça veut dire une intervention militaire, pas contre les Russes, mais pour protéger la population ukrainienne sur leur territoire? Il y a des débats comme ça qui peuvent être lancés. Et donc cette menace nucléaire, est-ce que elle est réelle, et est-ce que ça nous empêche d'envoyer des soldats sur le terrain? Moi, je pense que la menace nucléaire n'est pas réelle, mais je pense que Maddox va pouvoir mieux en parler. Merci. Moi, je pense aussi que cette menace nucléaire, elle est pas réelle. C'est un leurre. Un monstre de papier. C'est un monstre de papier, comme tu dis, Mino. Mais c'est pas. Enfin, oui, c'est réel. Mais si c'est réel, on est sapé en 2 secondes. Donc bon, on va arrêter de paniquer avec ça. On verra même pas le bout. Enfin, on va même pas réaliser. La belle... Ça arrive, ça. Oui, surtout. Si guerre en Ukraine, enfin si arme atomique utilisée il y a,
Bruxelles se fera bombarder au vu de On son n'aura même pas le temps d'avoir la notif internationale. Twitter. Ouais, on aura même pas le temps de se rendre compte qu'il y aura déjà 3-4 soleils en plus et c'est fini quoi. Donc bon, je pense que Bruxelles, c'est une cible je réelle. suis pas certain, mais je pense oui. Oui, il y a tellement de têtes nucléaires que pourquoi Ouais. Ouais, tout à fait. Enfin, je pense que on est plus symbolique que stratégique, mais Anvers et Bruxelles, je crois que ça part. Ouais. On saute quoi. Je crois que nos luxembourgeois, je suis même pas sûr parce qu'ils tireront peut-être sur la Cour pénale droit international ou Luxembourg, donc nos régionalistes luxembourgeois se feront peut-être avoir aussi. Soit, je pense que c'est pas On est réel. très loin de ça. En Quand- fait, pour moi, je comprends pas l'utilité de ce débat parce que pour mais moi, c'est vrai que c'est une guerre ça- totale. Enfin, mais c'est absolu. oui, donc puis ça encourage juste la panique morale et des gens qui disent oui, on va se faire bombarder par les Ukrainiens, enfin par les Russes, pardon. Envoyons plus d'hommes, sinon on va tous mourir. Il suffit de faire un petit réseau. Enfin, si les Russes envahissent l'Ukraine pour des raisons économiques, ils n'ont pas de raison alors à ce moment de se couper de leur allié. Enfin, pas de leur allié. Se couper d'un marché. Oui, c'est ça. Donc, Oui, enfin, je veux dire, oui, c'est- oui. Non mais tout à fait. Et puis, oui, la guerre elle est jamais faite pour être méchant. Donc oui, il y a toujours des intérêts derrière. Pour moi, il y a surtout un intérêt de panique morale derrière cette idée de guerre nucléaire. Et en fait, l'arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion, c'est une arme psychologique, l'arme atomique. Et je pense que cette arme psychologique, elle est utilisée par nos États pour nous faire peur à nous aussi et pour s'assurer du soutien populaire de la guerre. Je pense. Et moi, je te rejoins pas tout à fait sur le soutien massif de l'Ukraine parce que moi, je pense qu'on doit prendre garde. Moi j'appelle ça la fascisation. Je dis pas qu'on va tomber dans le fascisme mussolinien des bottes et des bandeaux noirs, mais moi j'ai peur de la fascisation, de l'autorisation, enfin du fait que l'Europe va devenir de plus en plus autoritaire avec la montée de la militarisation, l'industrialisation à marche forcée, enfin la réindustrialisation à marche forcée, sans oublier toutes les doctrines néolibérales qui sapent complètement l'état social. Ça pose alors vraiment la question. Et tu en parlais tout à l'heure avant qu'on commence, Roman. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de préserver un équilibre général et donc du coup de militariser cette Europe? Est-ce que c'est possible de la militariser cette Europe si tant est que ce soit le but? Ou alors c'est d'abord une question d'assouvir des ressources et tout? Parce que moi, y réfléchir 2 minutes, si on est aux portes de famine, si on est aux portes, enfin en tout cas de problème, la liberté, ça va 2 minutes. Enfin, je veux dire, ça ne tient plus à partir du moment où il y a plus cet approvisionnement et c'est pour ça aussi que l'Europe a pu et il faut mettre ça entre de très gros guillemets, mais faire avancer des luttes sociales et puis développer des programmes qui sont pro-environnementaux, c'est parce qu'il y a quand même un avènement, une forme de stabilité Ça dépend quand, économique. je pense qu'il y a plus de l'avènement des luttes sociales. C'était à la sortie de la Seconde Guerre mondiale quand par exemple c'est le comité national de résistance composé à 70% de communistes qui prend le pouvoir social n'est pas le bon après. mot, mais ce que je veux dire c'est que il y a en tout cas clairement une volonté de je sais pas si c'est le cœur du projet européen, mais de vouloir mettre des règles en place pour une condition de vie pour c'est du pipeau pour moi. Moi, je te dis pas que c'est efficace, mais ce que je veux dire, c'est que c'est clairement enfin, l'Europe, c'est pas que une alliance économique, quand même. Et je pense qu'il y a plein de gens qui y travaillent et qui en sont convaincus. Parce que, pour moi, je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même je te dis pas que il y a un dans certain les idéalisme à l'Union Voilà, européenne. c'est ça que je veux dire. Mais Et donc, du coup, ce truc-là n'est possible que parce que tu as une forme de stabilité. Mais pour moi, cet idéalisme, il présuppose des idées libérales qui conduisent presque Mais je dis systématiquement. pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que dans un système où on n'a plus la garantie de de pouvoir être approvisionné dans les denrées qu'on a besoin, ou pouvoir soigner tout le monde, ou de pouvoir tous bouffer, est-ce que ça peut encore tenir? Et est-ce que cette idée de liberté peut parler à tout le monde? Si tant est que demain Si c'est la crise, est-ce que l'Union européenne tient encore? Non, selon toi non. Ah bah non, je pense pas. Okay. Mais surtout que je pense que l'Union européenne, elle encourage cette crise. L'Union européenne, elle réclame des coupes budgétaires dans les investissements de l'État pour les rediriger dans le militaire. Parce qu'en fait,
La doctrine néolibérale, elle encourage l'existence d'un État. C'est pas un libéralisme bête qui veut la suppression de l'État pour rendre les marchés libres. Elle veut d'un État, mais d'un État qui investit dans des secteurs clés, dans des secteurs qui doivent être étatisés, l'armée, et c'est tout à fait ce vers quoi on va. Comme tu l'as évoqué, c'est la volonté pour certains d'une armée européenne, de la militarisation, du renforcement de l'industrie. Ça, pour moi, ça passe par une coupe dans d'autres budgets qui sont des budgets sociaux, de santé, de travail, et on le voit dans notre actualité très récente. Tous nos droits sociaux acquis à la chute, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont en train d'être perdus. Et pour moi, il faut faire très attention à cette double mécanique, parce que pour moi, c'est pas deux choses tout à fait dissociées. Oui, le militarisme et la perte des droits sociaux, pour moi, c'est lié. Moi, j'aurais pas la même lecture des choses. Je verrais ça plutôt par une question de ressources, en fait. Chacun, je pense, a sa lecture des choses, mais on parle de budget, de croissance, et après de déficit et de décroissance. Je pense que c'est plus une question de ressources et du fait que l'Europe est une coquille vide. Mais alors, est-ce que c'est une question militaire ? Je crois pas, parce qu'on s'est démilitarisé. Donc a priori, je suis pas sûr. On s'est démilitarisé depuis jusque sur des perspectives long terme. Je veux dire, on s'est démilitarisé de plus en plus. Ça fait des années qu'on augmente le budget de l'armée. Oui, mais des années, c'est sur 5 ans peut-être. Mais la France, on le dit, elle n'a pas la capacité de mener une guerre de haute intensité, alors que c'est de loin censé être une des armées les plus puissantes en Europe. On fait plus de munitions. Peut-être qu'on augmente le budget, mais en tout cas, on n'est pas dans une logique où le militaire englobe des luttes sociales. Je pense pas que ce soit le cas. Ça peut être le cas quand on monte vraiment dans une logique d'économie de guerre simplement. Mais pour moi, c'est plus une question de ressources. Maintenant, Roman, toi, tu disais que t'étais, pour toi, une armée européenne, c'était quelque chose qui te parlait en tout cas. Moi, je pense que, en fait, c'est plus dans l'idée d'être soudé et d'être un ensemble cohérent en termes de géopolitique, parce que là, l'Union européenne, c'est un petit peu le petit frère que personne n'écoute en termes de géopolitique mondiale, et qui a des belles idées, mais que oui, il a des belles idées. Oui, c'est vrai, mais je vais plutôt faire ce que je veux. Voilà. Et du coup, le fait est que si jamais on n'a pas cet organe qui nous permet de peser en termes de géopolitique, on va se faire bouffer. Et j'aime pas cette idée de peut-être faire peur aux gens et de les motiver à faire quelque chose, mais et moi je suis aussi tout à fait pour les progrès sociaux qu'on a réussi à avoir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est aussi ce qui fait notre singularité dans le monde. On est un pays où n'importe qui a l'opportunité d'accéder à une sorte d'ascenseur social. Bon, c'est à relativiser. À relativiser avec notre point de vue européen, mais dans le monde, c'est quelque chose qui est vraiment spécial à ici, et c'est quelque chose que j'aime et que j'ai envie de protéger. Et donc je pense qu'il faut faire attention à ce que tu dis, je te rejoins tout à fait, la balance entre progrès sociaux et militarisme, mais que sans un minimum de protection, ces progrès sociaux, ils risquent de disparaître aussi. Et donc, à peser dans la balance, mais à faire attention aussi. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut... Ouais, il nous reste 5 petites minutes. Moi, j'avais quand même envie de parler un petit peu du conflit en Proche-Orient et de la position de tous ces grands États en Afrique. On est aux portes de l'Afrique, c'est pas exactement la même chose, mais quel est l'intérêt des États-Unis, des intérêts de l'Europe en Israël? Est-ce que c'est un point de vue idéologique, ou alors il y a vraiment une logique de préservation? Parce que beaucoup de gens disent oui, mais en fait Israël c'est un marché européen au Moyen-Orient.
Mais moi je dis, mais Israël commerce pas, enfin ils commercent un peu, mais je veux dire, Israël, ils sont dans la sécurité sur les ordis, enfin ils sont dans la cybersécurité et ils produisent des trucs militaires machin, mais donc du coup ils commercent avec l'Europe d'abord, je pense, parce que les pays, enfin en tout cas cette logique de dire c'est un pays qui favorise des échanges économiques avec les pays qui sont sur place, c'est pas vrai. Sinon les pays alentours auraient considérablement cru. Pour moi, c'est un Taïwan aux portes du monde arabe. Mm-hmm. J'ai la sensation que c'est un avant-poste du monde occidental blanc face. Mais c'est idéologique alors, ce que je veux dire. Bah, c'est idéologique, mais c'est en même temps tout à fait pratique parce que pendant longtemps, avant qu'on nous sorte à toutes les sauces, oui, c'est les Russes. Avant, c'était oui, c'est les Arabes et les terroristes. Pour moi, Israël, c'est un peu le continuum de cette logique sécuritaire de on a besoin d'un avant-poste sur un Moyen-Orient qui peut se radicaliser et qui pourrait former un tiers-monde avec la domination de l'Iran, la Syrie de Bachar. Enfin, je pense que c'est une volonté de sécuriser un espace occidental, de s'assurer le soutien, bah, comme tu dis, d'un partenaire fiable dans des questions de sécurité et d'armement. Et plus loin, moi je pense que c'est aussi une question de blanchité. Mm-hmm. C'est une question de fraternité judéo-chrétienne et de guerre. Elle est quand même vachement remise en question cette fraternité-là parce que. Oui, c'est une fausse fraternité. Oui, parce que c'est un sujet qui est sensible, mais la création d'Israël, c'est quand même un peu pour mettre les Juifs dehors aussi. Oui, parce que on est là, putain, vous nous avez emmerdés pendant. Eh ben vous allez vous foutre là-bas. C'est pour mettre les Juifs dehors et les Juifs ultranationaux. Enfin, les ultrasionistes ne veulent pas des chrétiens en Israël. C'est un cas aussi. C'est une fausse sororité. Je suis d'accord avec toi. Il n'empêche que, au-delà du judéo-christianisme, pour moi, c'est une question de blanchité. C'est aussi une question. C'est un passif colonial. Et suprémaciste blanc on va soutenir l'État blanc colonisateur plutôt que l'État barbare colonisé, en plus de ces questions géopolitiques. Ouais, du coup, par rapport aux questions géopolitiques, je vois aussi Israël comme le bastion des États-Unis. Mais c'est fou comme on a transformé cette lutte-là en une lutte politique, mais enfin comme une espèce de aussi avec les résonances qu'il y a avec le génocide, machin, etc. Enfin, on a dégéopolitisé le conflit au niveau mainstream, je trouve, quoi. Oui, tout à fait. Et bon, on n'a plus beaucoup le temps de parler de ça, mais je pense aussi que le conflit israélo-palestinien mobilise énormément les populations occidentales et que c'est un petit peu un feu de paille comparé au jeu géopolitique mondial et que ça sert bien à certaines personnes que beaucoup de personnes soient engagées dans la lutte qui est justifiée contre la colonisation israélienne en Palestine et la maltraitance du peuple palestinien. C'est une lutte qui est tout à fait justifiée, mais c'est pratique que l'opinion publique soit centré là-dessus plutôt que sur les jeux géopolitiques qui se profilent derrière. Très bien. Moi, je suis pas certain. Je pense qu'il y a aussi c'est une des premières fois que une lutte d'indépendance nationale anticoloniale prend autant d'ampleur. Le Congo, l'Algérie, on n'en parlait pas. Non. Enfin, on en parlait, mais pas à cette ampleur-là. Et je crois que ça fait du mal à notre passif colonisateur de se dire ah merde, en fait, on se rend compte que toutes les âneries qu'on a faites en Afrique et au Moyen-Orient, ben ça produit des génocides. Et là, on l'a face aux yeux et on veut pas regarder. C'est peut-être un peu plus inconscient que ça, quand même. Hein, je pense. Oui, non, mais évidemment. Là, je dis des termes de choc et oui, évidemment que c'est pas. On n'a pas tous des colonisateurs enfuis en nous, tu vois. Mais je veux dire que je pense que on est quand même assez étonné pour une fois
d'être là en mode putain. En fait, c'est ça que ça fait la colonisation massive. Oui, c'est des génocides, c'est des massacres horribles, et ça nous fait mal de se rendre compte de ça. Et oui, effectivement, d'un point de vue purement pragmatique, c'est pratique parce que ça fait oublier certains autres grands conflits géopolitiques. Mais c'est pas pour ça, je pense, qu'on doit l'écarter parce que c'est aussi un pied de nez à l'Europe colonisatrice. Très bien. Peut-être un tout dernier mot sur l'Afrique, très rapidement. Est-ce que c'est un lieu où il y aura conflit ou c'est uniquement des guerres économiques qu'il y a pour des ressources ou n'importe quoi? Où il y aura conflit, où il y a conflit, où il y avait conflit. Il y a beaucoup de conflits. Non, je veux en dire Afrique. entre les pays occidentaux, je veux dire entre la Russie, Ah, la mais Chine, déjà. l'Europe, je veux dire. Ah déjà, c'est lutte économique à fond, lutte d'influence à fond. Oui, ça c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on verra la guerre entre Chinois et ouais. C'est déjà le cas. Non, pas par force réelle, je veux dire. Mais force réelle, en fait, le problème, et c'est là, je pense, le mot qui va pouvoir conclure ce podcast, c'est que des conflits réels entre grandes puissances, à mon avis, ça n'existera que dans de très 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 rares cas, parce qu'il y a cette menace nucléaire et que un Russe qui tire sur un Français ou inversement, ou un Américain qui tire sur un Chinois ou inversement, c'est un trop gros risque d'escalade nucléaire et que c'est pour ça que ces pays, même si ils utilisent cette peur pour manipuler en quelque sorte l'opinion publique, ça n'arrivera pas parce que c'est dans l'intérêt de personne. Par extension, je pense que les Français disent qu'ils discutent de l'envoi de troupes en Ukraine là en ce moment avec les Britanniques et les forces européennes. C'est un peu l'équivalent de la tête nucléaire vide des Russes, quoi. C'est une menace. Ça n'arrivera pas. C'est une menace. Parce que l'escalade est trop grande. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était assez intense. J'espère que ça aura donné des clés de compréhension à des gens. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Merci, Maddox et Roman. De rien, avec plaisir. De rien. C'est l'immigration massive. On t'entend pas là du coup. Mais oui, c'est quoi? Oui, c'est. Mais je pose la question. Je pose la question. Camomille.